Donc en fait, moi, je vais vous parler d'un truc, un truc un peu moins sympa que ce qu'on vient de voir, c'est les risques microbiaux qui sont associés à l'élevage en barrique. Parce qu'en fait, il a été montré, ah ouais, ça mieux que ça. Il a été montré donc un élevage en barrique par Aline Lovo-Funel dès 2005, mais ça a été remonté après plusieurs fois depuis. Puis de toute façon, c'est une connaissance empirique qu'il y a des problèmes microbiologiques qui apparaissent plus fréquemment lors d'un élevage en barrique qu'en cuve pour des vins équivalents et sur des durées d'élevage équivalentes. Et en plus, plus spécifiquement sur le problème Brettanomyces qui, depuis quelques années, est devenu un vrai problème. Et en 2005, ça commençait déjà. Enfin, Aline Lovo-Funel s'était penchée dessus et c'était à raison. Donc en fait, comme ça génère un risque supplémentaire, nous, on a été mobilisés par toute la vallée du Rhône pour bosser là-dessus. Et donc là, on en est à la 3e année d'expérimentation au service R&D d'Interrhône. Donc, les méchants, c'est eux. Donc je vous ai mis les 4 micro-organismes qu'on peut retrouver pendant l'élevage et qui sont pas sympas du tout sur le vin, qui font des dégâts. C'est Revisier, Saccharomyces, mais on va pas trop en parler. C'est surtout Brettanomyces et les bactéries lactiques, donc qui sont au milieu. Et en fait, on les retrouve. Donc pour Brettanomyces, vous le savez tous, elle est capable de commencer à faire des dégâts dès la fin de la fermentation alcoolique, pendant la phase de latence qu'il y a entre la fermentation alcoolique et la malolactique. Et en fait, donc, pendant cette phase, a priori, il n'y a pas de VSO2. Donc ça, Brettanomyces, elle adore. Et puis, de toute façon, après la malo, donc les bactéries lactiques résiduelles et à nouveau Brettanomyces va pouvoir s'éclater comme une folle, avec une hausse de pH due à la démalication. Et avec un SO2 souvent assez faible dans les barriques, en tout cas qui évolue plus rapidement qu'en cuve et en tout cas qui doit être suivi plus sérieusement, mais qui ne l'est pas forcément. Et puis des températures de chai qui sont souvent assez hautes pendant l'hiver, parce qu'une cuverie béton en hiver c'est froid, un chai à barrique a priori en hiver c'est pas si froid. Donc ça, c'est des facteurs vraiment impactant le développement de ces bêtes-là. Alors la pire, c'est Brett. Pourquoi la pire? Parce que bon, les lactiques, elles peuvent faire aussi des beaux dégâts, vous le savez tous, avec les piqûres, et puis même d'autres maladies. Mais Brett, c'est vraiment la pire, parce qu'en fait, il a été montré, en fait, on s'est rendu compte que un vin qui est donné négatif à l'analyse sur boîte de Petri, donc qui est l'analyse microbiologique standard en Brettanomyces, en fait, il n'est pas forcément si négatif que ça. Enfin, c'est-à-dire, il peut rester des Brettanomyces. En fait, il peut rester des Brettanomyces sous une forme qui n'est pas visible à la boîte de Petri, qui est une forme un peu invisible. Je vais vous expliquer. Sous l'effet d'un stress, en fait, tout stress a tendance à générer différents types de populations chez Brettanomyces. Un stress, ça peut être une filtration, donc de l'ajout de SO2, c'en est un simple soutirage, ça peut être un stress avec une pompe. Donc en fait, la bête est sensible. Et quand elle est sensible, donc le stress, forcément, c'est souvent le but, mais pas forcément, mais ça a tendance à tuer une partie de la population des Brettanomyces. On aimerait que ça les tue toutes. Et puis, il y a une autre partie qui n'est pas morte du tout. Qui peut être distinguée en 2 parties. C'est la partie qui reste en pleine forme, qui est Brettanomyces en pleine forme, telle qu'on la connaît, telle qu'on l'aime, et donc telle qu'elle est visible sur boîte de Petri. Et puis la partie VNC, donc viable non cultivable. Donc comme son nom l'indique, elle est viable, elle est là, elle est résistante, mais elle n'est pas cultivable sur boîte de Petri, mais elle est bien cultivable dans le vin par contre. Le lieu du crime, c'est le bois. Donc en fait le bois c'est super, mais c'est comme une éponge en fait. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que c'est que c'est le lieu idéal pour Brettanomyces pour qu'elle puisse procréer. Bref, l'utilisation des sucs naturels du bois. Donc en fait c'est une hypothèse qui vient d'un labo en fait. Qui a été montré plusieurs fois, mais qui n'a jamais été montré in situ sur des barriques avec des Brettanomyces dans les conditions milieu vin, en fait. Il se pourrait que Brettanomyces soit capable de survivre en utilisant le bois et en fait des polyoses naturelles du bois.
Bon, ça, c'est vraiment dans des conditions labo, ça a été montré, mais ça n'a pas été montré dans les conditions vin, donc ça reste vraiment une hypothèse totale. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un apport d'oxygène qui est constant au cours de l'élevage en barrique, vous le savez. Donc ça aussi, ça favorise beaucoup le Brettanomyces, qui n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène. D'ailleurs, il lui en faut pas trop, mais par contre, qu'on a besoin d'un tout petit peu, donc c'est parfait pour elle, en fait. Et puis surtout, donc je vous l'ai dit, le bois, c'est une éponge. Donc on le sait tous. Donc là, je vous ai mis deux petites illustrations pour vous montrer la différence entre un inox et un bois de chêne en MEB, en microscopie électronique à balayage. Et puis donc, du fait que ça soit une éponge, il y a un phénomène d'absorption et de relargage constant entre le bois et le vin. Et donc tout ce qui est dans le bois est relargué en permanence dans le vin. Tout ce qui est dans le vin va s'incruster en permanence dans le bois. Voilà, c'est un échange total. Donc ça, vous connaissez ça, c'est même le principe de l'élevage en barrique, c'est extraire des choses. Donc en fait, Brettanomyces, on a montré sur plusieurs années d'affilée que Brettanomyces, elle est capable de... Donc on a vu que le bois était quelque chose de très poreux, mais c'est vraiment très très poreux, et en fait elle est capable de descendre jusqu'à 1 cm de profondeur. Nous, on l'a montré plusieurs années d'affilée. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire le graphique, mais je vous ai mis 4 barriques, en fait 4 coupes du bois d'une barrique. Donc avec la légende en vert, c'est un gradient de profondeur entre la surface intérieure, donc la surface au contact du vin, et puis j'ai été jusqu'à quasiment 1 cm de profondeur. On voit aussi qu'entre barriques, donc là c'est des barriques donc de bois totalement différents, mais par contre qui avaient été contaminées par le même vin, donc avec la même quantité en Brettanomyces, et on voit aussi qu'il y a une grosse hétérogénéité entre barriques. Toutes les barriques ne s'imprègnent pas de la même façon des micro-organismes, en fait de toutes choses, et dont les micro-organismes. Donc ça, c'est des jolies photos de microscopie électronique à balayage qui ont été prises sur nos barriques à Interrhône. Donc si vous suivez le guide, en haut à gauche, c'est la première photo. Et donc on voit bien les fibres du bois sur le premier zoom. On les voit bien. Et puis quand on zoom, on voit bien aussi les Brettanomyces, elles sont belles, tout en bas en rouge. Voilà. Donc les petites formes que vous voyez là, c'est Brettanomyces. Peut-être qu'il y a... Ouais, voilà. Ça, c'est Brettanomyces. Et on les retrouve donc ici. Elles sont toutes rangées. Donc voilà, ça c'est un bois. C'est vraiment quelque chose de très complexe et de très poreux, de très torturé comme milieu. Voilà, donc là on s'est amusé à les recolorier, elles sont encore plus belles, hein. C'était pour la photo, avec leurs copines les bactéries lactiques en bleu et les bactéries acétiques en vert. Donc ça c'est un cliché qui a été fait donc, à l'INRA donc avec des collègues de l'AgroParisTech là, à l'UMR Michaelis, à Massy, Palaiseau, et donc qui a été recolorié par leurs soins, voilà, sur nos bois, sur nos barriques. Donc en fait, une fois qu'on a j'ai mis des incidices pas assez nombreux, c'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a pas de moyen de contrôle de la contamination d'un bois et de ce que ça va donner en relargage après dans le vin. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'analyse qui existe. Donc là, je vous ai mis un petit schéma assez bête qui dit que quand on met un vin contaminé dans une barrique, il y a une contamination du bois, et après un nettoyage, on ne sait pas ce qui se passe, et donc après on réutilise et puis on remet un vin contaminé ou pas. Enfin bref, on est dans un cycle dans lequel on n'a pas du tout de moyens de contrôle et d'évaluation, parce que même le contrôle olfactif, on peut avoir un fût qui est complètement contaminé en brette et on le sent au nez, mais est-ce que pour autant pour autant il reste des brettes vivantes dedans, dans le vin, dans le bois surtout? Est-ce qu'elles vont être relarguées? Comment? Pourquoi? Dans quelle forme? Sous quelle forme est-ce qu'elles sont sous forme résistante, sous forme viable? Donc toutes ces questions, on a essayé d'y répondre, nous, en développant une méthode originale, en fait, d'analyse des micro-organismes du bois. Donc on a mis au point une méthode non destructive. Donc on part d'un carottage, en fait, dans l'épaisseur du bois, dans le plafond. Et donc on se retrouve avec une petite carotte, voilà, qu'on peut découper en plusieurs tranches. Donc tout ça, il se fait dans un environnement stérile. Donc ça, c'est la zone au contact du vin. On découpe ça en petites tranchettes de 0,15 mm. Pardon, de 0,15. Et donc là, on met ça à tremper. Enfin bref, on a tout un procédé qui fait qu'on met ça à tremper dans des sachets dans un milieu particulier qui est adapté.
où en fait, on va extraire les micro-organismes du bois, on les extrait tous, pas seulement Brettanomyces, et après, on met ça à l'analyse, je vais vous expliquer après quel type d'analyse, et en tout cas, on donne un résultat en unité formant colonie, ou en tout cas en nombre de levures par gramme de bois. C'est une méthode qui est très répétable, qui est très fiable. On a mis 3 années à la mettre au point, enfin 2 années et demie. Donc les méthodes de détection qu'on utilise après, les méthodes de détection quantitative, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres choses qualitatives, mais quantitative, c'est la boîte de pétri évidemment, c'est la méthode standard. Donc ce qui est gênant, c'est que ça dure 7 jours quand même comme analyse. Et puis après, il y a les 2 types d'analyses qu'on est en train de mettre au point, enfin qui sont maintenant même calés à Interrone, c'est la cytométrie de flux et la PCR quantitative. Alors la cytométrie de flux, déjà il faut arriver à faire du Brett spécifique, donc c'est un peu compliqué, mais on y arrive. C'est pas la cytométrie de flux pour les levures classiques, standards. Enfin pour toutes les levures, c'est vraiment une Brett spécifique qu'on a mis au point. Et en plus, surtout, on l'a mis au point sur le milieu bois, c'est-à-dire un jus de bois, le flacon que j'ai à la fin, là, que j'obtiens à la fin de mon prélèvement. Et donc ça a été assez corsé à mettre en œuvre, mais on a réussi. Pareil pour la PCR, mais c'est encore en développement, ça. Ces 3 analyses, elles se complètent, parce que donc la boîte de pétri nous donne des indications sur les viables cultivables, donc les en pleine forme, la cytométrie de flux sur les VNC, et puis la PCR quantitative sur les mortes. Bref, tout ça, on le met en œuvre donc, à l'Institut Rhodanien, donc à Orange. Et dans les chais, donc, on torture nos barriques en leur faisant plein de petits carottages, comme vous voyez sur les photos. Voilà, tout ça, c'est des carottages. Et donc, là-dessus, donc j'ai une trentaine de barriques comme ça qui sont contaminées à différents niveaux de contamination par Brettanomyces et par des bactéries lactiques. Après, tous les résultats que je vais vous montrer, ils sont que sur Brettanomyces, mais on a plus ou moins les mêmes sur bactéries lactiques. C'est très semblable. Donc on a mis en œuvre 3 procédés trois procédés physiques de nettoyage, que sont la vapeur, l'eau chaude sous pression et les ultrasons, et puis 3 procédés chimiques que sont donc la soude permanganate, donc un trempage au soude permanganate, l'ozone, c'est-à-dire une eau ozonée, et puis le méchage sur vin qui est le procédé traditionnel. Donc ça, c'est le protocole global qu'on a utilisé. Donc à chaque fois, on a utilisé 3 barriques assez contaminées. On a fait un petit rinçage. On a fait 3 répétitions de carottage. On a nettoyé. On a fait 3 répétitions à nouveau de carottage après nettoyage. Et puis après, dans une des barriques, on a réincorporé de suite un vin stérile pour voir de suite l'effet du nettoyage. Au-delà de la mesure, vous allez voir l'intérêt de remettre un vin stérile derrière. Au-delà de la mesure de micro-organismes à l'intérieur du bois. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment le relargage après, ce qui se passe vraiment. Est-ce que ça rend ou pas, et de quelle manière, sous quelle forme Brettanomyces va être relargué dans le vin, et à quelle vitesse elle va surtout donc c'est quoi la cinétique de remise en vie, quoi. Et donc on a essayé aussi après sur les 2 autres barriques le méchage, qui est le procédé traditionnel pour finir un nettoyage, et puis l'oxygène négatif. J'ai 6 diapos de résultats, mais donc on va voir ça assez rapidement. De toute façon, ce qui compte, c'est ce que je vais vous dire, en tout cas les phrases que j'ai encadrées en violet en dessous des graphes. Donc on va commencer par le procédé vapeur. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail des procédés de comment ça marche, déjà parce qu'on n'a pas le temps, et en plus parce que j'imagine vous les connaissez tous, ou en tout cas ils sont tous sur le salon, donc vous pouvez tous aller les voir après. Donc la vapeur, on se rend compte que sur le bois, donc toujours le graphe de moi qui est à ma gauche, à vous aussi, donc sur le graphe de gauche, on se rend compte qu'il n'y a pas de brette cultivable. Okay. Donc il semblerait que la vapeur ait tout dégommé, des brettes cultivables dans le bois. Sauf que quand on remet du vin stérile dans la barrique, on se rend compte qu'il n'y a pas de Brettanomyces cultivable qui repousse dans le vin stérile, en tout cas pas à un mois après réincorporation du vin stérile, mais en tout cas il y a des populations donc, de VNC qui sont relarguées, plus ou moins rapidement. Les populations de VNC, dans les graphes, elles sont toujours en violet clair, et les populations de cultivables, elles sont en violet foncé. Voilà. Ça va être la même chose pour tout le reste. Donc on se rend compte que la vapeur, ça a quand même très très bien marché, en tout cas ça a dégommé toutes les cultivables. C'est plus ou moins la même chose avec l'eau chaude sous pression, mais un peu moins efficace quand même, parce qu'on se rend compte que donc, ça a tout dégommé quasiment
juste après le nettoyage dans la mesure sur bois, mais on se rend compte que quand on remet le vin stérile, là par contre il y a pas seulement des VNC qui sont relargués, il y a aussi directement des Brettanomyces en pleine forme qui sont relargués dans le vin, et sur certaines barriques, dès 7 jours en plus. Là. Ça commence à faire des jolies populations. Alors le procédé ultrason, donc en fait, pareil, toujours. Pour les 3 procédés physiques, c'est pareil, c'est-à-dire ils sont très efficaces sur le bois juste après nettoyage. On a fait carreau, on a éliminé tous les micro-organismes du bois. Par contre, quand on remet le vin stérile, on se rend compte que là encore, il y a un tout petit peu de VNC, donc de viables non cultivables, toujours, je vous répète, qui commence à repousser dans le bois, et donc on peut imaginer qu'après, dans le vin, pardon, et donc on peut imaginer que si en plus les conditions deviennent favorables, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de SO2, tout ça, on reparte sur des populations en pleine forme de Brettanomyces. Je vous ai mis un petit encadré en rouge en disant que par contre les ultrasons, c'était le procédé qu'on avait testé sur les barriques les moins contaminées. Enfin, il y avait vraiment une différence. Donc ça a très bien marché, mais sur des barriques peu contaminées. Donc le procédé soude permanganac, donc un procédé chimique, ça n'a pas été super efficace en fait, parce que après procédé, vous vous rendez compte que dans le bois, donc il reste quasiment la même population de Brettanomyces en pleine forme. Et puis sur les viables non cultivables, c'est net aussi. Dès 7 jours, à chaque fois, il y a des viables non cultivables qui sont relargués dans le vin stérile. L'eau ozonée, c'est plus ou moins la même chose. C'est pareil, on a donc les colonnes en rouge qui sont aussi, les colonnes après qui sont quasiment aussi chargées que c'est quasiment chargé après qu'avant, en cultivable. Et puis pareil pour le vin stérile, il y a des viables et il y a des viables non cultivables. Le méchage sur vin, par contre, et ça c'est rassurant, c'est un procédé, donc c'est un méchage sur vin directement. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de nettoyage. On a pris la barrique, on l'a vidée, on l'a vidé du vin, et on a fait un des procédés traditionnels en vallée du Rhône, c'est-à-dire qu'on a méché directement sur la barrique, encore avec un petit même résidu de vin au fond de la barrique. Et on laisse comme ça en stockage. Et ben ça marche super bien, parce qu'à la fois sur le bois et dans le vin stérile après, c'est quasiment la méthode qui a le mieux marché en fait. Donc ça, pour les fans de stats, comme j'ai fait des répétitions de partout, c'est juste pour vous montrer les différences qu'il y a donc entre les... Il y a vraiment des procédés qui marchent mieux que d'autres. En fait, on peut même considérer que le procédé supermanganate, là, il marche quasiment pas parce qu'il est quasiment confondu avec la variabilité de la mesure. Voilà. Ces données, on va les enrichir, ça va bientôt arriver. C'est en fait la cytométrie Brett spécifique, mais cette fois-ci sur le bois, pas sur le vin. On est en train de passer les échantillons. C'est une méthode qui prend un peu de temps à mettre en place, mais voilà, on est en train de passer les trucs et à la fin de l'hiver, ça sera fait, donc je pourrai compléter ces données-là et les enrichir. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on voit qu'aucun procédé n'engendre une baisse significative sur la profondeur. Là, je vous ai mis que pour faire court, j'ai mis que les prélèvements de surface. En fait, moi, je suis capable de faire une analyse jusqu'à 1 cm de profondeur, donc je peux aussi, j'aurais pu vous donner des graphes sur 4 tranches d'épaisseur de profondeur différentes. Donc, en profondeur, il n'y a aucun procédé qui est capable de stériliser une barrique. Hein. Là, par exemple, je vous ai mis une jolie photo où on voit des brettes en pleine forme et puis des brettes mortes. Voilà. Des ballons de baudruche explosés. Pareil, c'est du microscopie électronique et à balayage après un des procédés de nettoyage qu'on avait mis en place. Donc ce qui serait bien de tester, c'est de redonner sa chance à l'eau ozonée, par exemple, parce que je pense qu'on ne l'a pas mise en œuvre dans des conditions... c'était la première fois qu'on testait le truc et on est un peu parti à l'aveugle. Donc on ne l'a pas mis en œuvre dans des conditions optimales. Et je pense que, en tout cas, elle est super utilisée dans d'autres pays dans le monde. Et ça serait bien de retester sur plusieurs années encore. Et puis, on a un collègue là qui avait bossé sur l'ozone gazeux aussi. Donc ça, après, on va faire vite, mais... Oui, il faudrait conclure, Nicolas, merci. Allez, très vite. Allez. Donc vous savez, donc en fait chaque procédé a ses avantages et inconvénients, ça vous le savez. Donc le mieux c'est quand même de combiner, et comme en plus rien ne stérilise une barrique, le mieux c'est quand même de combiner l'efficacité de différents procédés au sein d'une procédure globale. Donc on détartre, par exemple je vous ai mis le truc le plus classique, hein, c'est, en tout cas qui est fait en vallée du Rhône quasiment, c'est de détartrer à l'eau chaude sous pression, de désinfecter à la vapeur, d'éliminer encore un petit coup le jus noir qui sort
à l'eau chaude sous pression, d'égoutter et puis de finir par un méchage. Donc en fait, comme c'est impossible de stériliser une barrique contaminée, ce qui compte, c'est de connaître ce risque. Donc il faut pouvoir répondre à... faut que le vigneron il puisse lui-même répondre à 3 questions fondamentales. C'est à partir de quelle quantité de brett par gramme de bois il y a vraiment un problème. Ça, c'est la question à laquelle moi j'essaye de répondre depuis donc maintenant 3 ans et dans les prochaines années, je pense pouvoir donner des indications précises là-dessus. Donc vraiment le seuil de risque. Et puis... quand dois-je prendre une décision sur mes vins? Donc ça veut dire que vous le savez tous, tous les vignerons le savent, il faut faire un contrôle microbio régulier de ces vins. Et puis si je suis confiant dans ma procédure de nettoyage, c'est-à-dire donc la procédure complète, donc le mieux c'est qu'elle incorpore plusieurs procédés de nettoyage différents. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut il faut pouvoir s'assurer un niveau standard satisfaisant. Il faut qu'elle marche dans 90% des cas. Donc pour ça, nous, par exemple, on est capable on se met à disposition de tous les vignerons de la vallée du Rhône, en tout cas, d'aller dans les caves pour faire des prélèvements et pour faire une sorte d'expertise de leur procédure de nettoyage locale, quoi. Sachant qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui le fait, c'est Dolmar, pareil dans la vallée du Rhône aussi. Vous pouvez aller sur le site, donc c'est un concurrent mais néanmoins collègue, Christophe Gerland avec la société Dolmar qui s'est associé avec un procédé plus ou moins similaire. Voilà, et puis donc je finis par un grand merci à ma stagiaire Aurore Jolimètre qui est dans la salle et sans qui on n'aurait pas pu faire tout ce boulot. Voilà, merci. Merci. Et encore des...